18 ministres, 18 secrétaires d'État pour un conseil de 45 minutes. Oral réussi pour Raymond Barre, son premier face à la presse. Pot de vin de Loukid, le rapport sur le prince Bernard devient best-seller. Avant la messe de Monseigneur Lefebvre, le Vatican se fâche. Et puis, nouvelle rubrique du journal d'Antenne 2, les débats express à chaud sur l'actualité. Ce soir, sur le plateau d'Antenne 2, Yves Guéna, secrétaire général de l'UDR, et Jacques Dominati, secrétaire général des Républicains indépendants. Un débat dirigé par Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La parenthèse du remaniement est refermée. Vous l'avez remarqué, les choses ont été menées tambour battant, puisque 3 jours seulement se sont écoulés entre la démission du gouvernement de Jacques Chirac et la mise en place de celui de Raymond Barre. Un peu comme pour un premier jour de rentrée des classes, le président de la République avait réuni ce matin tous ses ministres pour leur dire « Voici ce que nous allons faire sans plus tarder et voici comment il faudra s'y prendre ». Ce qu'il faut faire, cela se résume en 2 phrases, lutte contre l'inflation, poursuite des réformes. Comment? Eh bien, grâce à une équipe unie, soudée, aucune défaillance ne sera admise, a dit M. Giscard d'Estaing, et attention, tout est clair, c'est le Premier ministre et lui seul qui dirige l'action des ministres. Donc ce matin à 9h30 à l'Élysée, premier conseil des ministres du gouvernement Barre, le chef du gouvernement est arrivé le premier, suivi des 35 autres membres, dont 7 nouveaux. En fait, pour 5 d'entre eux seulement, c'était une première, les 5 qui n'ont jamais encore appartenu au gouvernement. Des ministres et secrétaires d'État par ailleurs de fort bonne humeur, mais décidément bien avares de commentaires. Il est vrai que le temps n'est pas au bavardage et que le nouveau gouvernement est placé sous le signe de la lutte contre l'inflation et de la nécessité de poursuivre les réformes. C'est ce qu'a expliqué le président de la République en ouvrant ce premier conseil. Il avait rappelé juste avant que pour lui un gouvernement, c'était d'abord une équipe qui devait être unie et soudée. Mais avant de s'adresser à ces nouveaux ministres, Valéry Giscard d'Estaing les avait accueillis un à un à la porte de la salle où se tient traditionnellement le Conseil. Venaient en tête les 3 ministres d'État, bien sûr, messieurs Guichard, Poniatowski et Lecannouët. La petite histoire retiendra que c'est monsieur Olivier Guichard, ministre d'État UDR, qui siégera désormais à la droite du président de la République. À gauche de Valéry Giscard d'Estaing, M. Jean Lecannouët, ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire. Quant au Premier ministre, il sera entouré à gauche de M. Poniatowski, ministre de l'Intérieur, et à droite du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Louis de Guiringaud. Juste après le Conseil, le Premier ministre s'est rendu au ministère des Finances où M. Fourcade lui a remis ses pouvoirs. Après avoir rendu hommage à l'ancien ministre des Finances, M. Barre a rappelé que s'il assumait la double charge de Premier ministre et de ministre des Finances, ce n'était pas par forfanterie, mais simplement parce qu'il considérait que l'inflation devait être traitée non pas comme un problème technique, mais comme un problème politique. Le président Giscard d'Estaing va passer la fin de ce week-end à Brégançon, près de Toulon, dans le fort qui a été aménagé pour les chefs de l'État. Quant à M. Raymond Barre, la machine gouvernementale étant en place, il a fait savoir qu'il consacrerait la semaine à étudier ses dossiers, après quoi il recevra les partenaires sociaux. On sait d'ailleurs que messieurs Georges Ségui et Edmond Maire lui ont demandé chacun une entrevue. Mais cet après-midi, le Premier ministre a tenu à rencontrer les journalistes pour leur faire part plus en détail de ses vues. Première rencontre, premier examen, pourrait-on dire, pour cet universitaire devenu à la fois chef de gouvernement et ministre de l'économie et des finances. C'est d'ailleurs sur ce point précis qu'une des premières questions lui a été posée. Assumer cette double charge est redoutable. Et je le sais mieux que quiconque. Si néanmoins j'assume les fonctions de Premier ministre et celle de ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas du tout, comme certains le disent, parce que le bicéphalisme s'introduit à l'intérieur du gouvernement, que le Premier ministre est un technicien qui traite des problèmes techniques de l'inflation
tandis que des hommes d'expérience dans ce qu'on appelle la politique traitent des problèmes que l'on a coutume d'appeler politiques. C'est parce que, dans la nouvelle phase de l'action gouvernementale qui a été engagée, la lutte contre l'inflation est apparue comme l'objectif principal du gouvernement. Je dis bien l'objectif principal. Cela ne signifie pas que le gouvernement n'ait pas à considérer d'autres objectifs, et le président de la République, dans son allocution mercredi soir, a clairement expliqué qu'il y en avait d'autres. Néanmoins, c'est la lutte contre l'inflation qui conditionne tout le reste. Et la lutte contre l'inflation n'est pas une action technique. Bien sûr, il y a toujours des mesures techniques que l'on utilise pour y faire face. La lutte contre l'inflation suppose une action politique. Pourquoi? Parce que l'inflation, ce n'est pas seulement la hausse des prix. Ce n'est pas seulement le déficit du commerce extérieur. La hausse des prix ou le déficit du commerce extérieur sont les manifestations de déséquilibre, dont les causes ne sont pas seulement des causes économiques ou monétaires, dont les causes sont également des causes sociales et des causes politiques, si bien que pour lutter contre l'inflation, il faut mener une action globale. Eh bien, on savait que Raymond Barre, l'universitaire, n'avait pas trop de mal à réussir ses examens écrits. Je crois que ce soir, qu'on peut dire qu'il a réussi son oral, son examen de passage devant les journalistes. Pour ceux qui en doutaient encore, Raymond Barre est le contraire de l'impression qu'il donne de sa personne. Il arrive avec un bon sourire, dans un costume dans lequel il flotte un peu. Il paraît décontenancé devant cette forêt que vous avez vue de caméras, de micros, de journalistes. Et puis tout d'un coup, il dit « arrêtez les photos, on y va ». Et en fait, on y va rapidement. Des réponses très rapides avec le minimum de circonlocution habituellement employé par les politiques. Et puis aussi le minimum de ce langage codé utilisé par les énarques. Raymond Barre peut même se faire cassant, il a un humour très particulier, bref, il est nature. On le sent capable de dire les choses telles qu'elles sont. Il dit par exemple « je suis un Français comme les autres ». C'est un langage qui peut plaire. On le sent également capable d'assumer, comme il le dit et comme il le répète, la plénitude de ses fonctions de Premier ministre. Bref, un bon point pour le professeur Barre. Je crois qu'il manque encore un petit peu de rondeur politique, mais il n'a rien d'un Premier ministre de transition. Le gouvernement formé, les intentions connues, les partis politiques sortent maintenant de leurs réserves et donnent leurs sentiments. Ce matin, le bureau exécutif de l'UDR s'est réuni. Absent remarqué, Jacques Chirac. Présent remarqué, Jacques Chaban-Delmas, qui avait boudé cette instance depuis près de 2 ans. Également présents 2 ministres du gouvernement, messieurs Olivier Guichard et André Borre. À l'UDR, on estime 1. Que Jacques Chirac a fait du bon travail, qu'il a eu raison de partir. 2. On donne un soutien conditionnel au nouveau gouvernement, qui sera jugé à sa politique et à ses résultats. 3. On dit que les ministres UDR qui ont accepté d'entrer dans l'équipe de M. Barre, messieurs Olivier Guichard et Robert Boulin, ont eu raison de le faire. Yves Guéna, secrétaire général de l'UDR, qui est avec nous, pourra nous donner plus de détails à la fin de ce journal au cours du débat express qu'il aura avec Jacques Dominati, secrétaire général des Républicains indépendants. À gauche, le Parti communiste estime que tout le pouvoir est désormais concentré à l'Élysée, que l'on retrouve la même coalition dans la majorité sans élargissement. Pour le Parti communiste, le cas de M. Brousse, ancien radical de gauche, compte pour du beurre. Quant au Parti socialiste et aux radicaux de gauche, pour eux, l'UDR est la perdante du remaniement. Après avoir perdu l'Élysée, vient de perdre Matignon. En effet, désormais, ce sont les Républicains indépendants, renforcés par les ministres dits de la majorité présidentielle, qui se taillent la part la plus importante au sein du gouvernement. Et ça, c'est un événement majeur qui aura des conséquences sur l'équilibre interne de la majorité présidentielle.
Et que pensez-vous au PS du désir du président de la République d'aller davantage vers le centre-gauche, désir qui s'est concrétisé avec l'arrivée du sénateur-maire de Béziers, Pierre Brousse? Nous pensons que c'est un désir irréalisable. Il n'y a pas de centre-gauche, il n'y a plus de centre depuis les législatives de 73 et depuis les présidentielles de 74, qui d'ailleurs ont vu le ralliement du sénateur Brousse à la majorité. Il n'y a plus du tout de centre en France. Il y a, face à la majorité présidentielle, la gauche, le Parti socialiste en progrès et l'union de la gauche. Et la preuve, c'est que dans ce gouvernement, il n'y a pas d'ouverture vers le centre-gauche. Le remplacement de M. Perronnet par M. Brousse, ça ne fait pas une ouverture. On ne voit donc pas ce que ce gouvernement pourrait faire de mieux que le précédent. Simplement une annotation, le président de la République a repris totalement en main les rênes, le pouvoir présidentiel va s'exercer de manière accrue. M. Barre, en réalité, va être là, un ministre des Finances chargé de redresser la situation économique et sociale. Mais pour le reste, le président de la République se met en première ligne. Il n'y a plus d'écran entre lui et les Français. S'il remporte des victoires sur le plan électoral, ce sera une victoire pour lui, mais si c'est une défaite, ce sera un échec pour lui. La présence de Pierre Brousse, qui a été membre de votre mouvement, peut-elle faciliter l'ouverture vers la gauche? Mais M. Pierre Brousse a été membre des radicaux de gauche de manière assez fugitive, et je dois dire qu'il était parti de la place de Valois, surtout par animosité personnelle envers M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et il a rejoint la majorité présidentielle, ce qui fait que sa présence dans le gouvernement ne constitue aucune ouverture vers le centre-gauche. Cela peut paraître étonnant, mais la monarchie des Pays-Bas ne sort pas ébranlée après le scandale Lockheed, qui a éclaboussé le prince Bernhard, époux de la reine Juliana. Un sondage d'ailleurs effectué par la télévision révèle que 80% des Néerlandais restent aujourd'hui favorables au maintien du régime. Le rapport des sages qui accuse le prince, disons, d'imprudence dans ses affaires est en librairie, tout le monde peut l'acheter. D'autre part, on trouve ici et là des voix qui s'élèvent pour donner des précisions. Ainsi, un ancien responsable en Europe de la firme Lockheed a confié au New York Times que le prince avait reçu au moins une commission de 6 millions de francs lourds pour la vente d'un avion de la firme américaine aux Pays-Bas et que le prince avait sollicité une somme 4 fois supérieure entre 1961 et 1964. Les Hollandais, en lisant ces révélations, restent quand même stupéfaits. Voilà donc ce fameux rapport d'enquête, pas moins de 250 pages, que les Hollandais s'arrachent depuis maintenant 2 jours. C'est d'ores et déjà le best-seller de l'année, puisque 50 000 exemplaires ont disparu en quelques heures à peine. J'ai parcouru une partie de la traduction en anglais de ce rapport, qui se lit d'ailleurs comme un véritable roman policier. Les 3 sages de la commission d'enquête ont fait un véritable travail d'orfèvre, mais pas une seule fois, cependant, il n'est prouvé que le prince Bernhard ait touché directement de l'argent de la société américaine d'aviation Lockheed. Par exemple, à la page 56, il est écrit en toutes lettres: 1 million de dollars ont été versés en 1960 dans un compte suisse appartenant au colonel Pachulichev, ami personnel du prince Bernhard. Et toujours entre parenthèses dans ce rapport, le colonel Pachulichev était l'amant de la mère du prince Bernhard. La commission écrit aussi qu'elle est absolument persuadée que l'argent est arrivé à bon port. 3 pages plus loin, on peut lire également: en 1968, quand l'avion français Breguet Atlantique a été choisi pour équiper les forces armées hollandaises, le prince Bernhard a téléphoné personnellement au ministre de la Défense de l'époque pour lui demander de dénoncer le contrat et de choisir plutôt l'avion américain Orion de la fameuse société d'aviation Lockheed. Vous le constatez, ce rapport est très clair, accablant aussi pour le prince Bernhard. Il constitue en quelque sorte le Watergate des Hollandais. Ce matin, très tôt, la reine Juliana a quitté son palais près d'Utrecht. Le prince Bernhard, lui, médite sur les conséquences de ses actes, mais c'est sans aucun doute une belle leçon de démocratie que le gouvernement hollandais vient de donner en frappant aussi haut et aussi fort. En effet, jusqu'à la publication de ce rapport, les hommes politiques étaient persuadés que toute l'histoire serait plus ou moins étouffée. Restent maintenant les conséquences de cette affaire, et elles sont paradoxales. La monarchie hollandaise est profondément éclaboussée, mais la reine Juliana n'abdiquera pas, car c'est le gouvernement et le peuple surtout qui le lui demandent. Un peuple qui soutient dans l'épreuve sa souveraine. La reine Juliana fera tout maintenant pour que ce scandale n'éclabousse pas plus le blason de la maison d'Orange-Nassau.
Et aujourd'hui, les Hollandais trouvent que la reine fait preuve d'un certain courage. Gerald Ford remonte la pente. Depuis qu'il a été proclamé candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche, les sondages ne cessent de progresser en sa faveur. Le dernier sondage en date lui donne 39% des voix contre 49% à Jimmy Carter, le candidat démocrate. Le président Ford sent qu'il a le vent en poupe. Il a même réussi à mettre Jimmy Carter sur la défensive en lui demandant d'avancer la date de leur premier duel télévisé. Dans tous les États-Unis, la campagne de Gerald Ford est lancée. Son slogan, la paix à l'intérieur, la paix à l'extérieur. 18 opposants au régime de Séoul ont été condamnés à des peines de prison. Aujourd'hui, Kim Dae-jung, le chef de l'opposition démocratique sud-coréenne, s'est vu infliger 8 ans d'emprisonnement pour violation de décret d'urgence interdisant de critiquer le chef de l'État. Kim Dae-jung avait recueilli 46% des voix aux élections présidentielles de 1971. Les 18 opposants avaient publié une déclaration dans laquelle ils demandaient le départ du président Park et la restauration de la démocratie en Corée du Sud. Les journalistes de François n'ont obtenu gain de cause qu'en partie seulement. Ils avaient demandé la désignation par le tribunal de Paris d'un administrateur général. Le magistrat a déclaré irrecevable leur requête. En revanche, le tribunal a retenu la demande des journalistes qui invoquaient le défaut de consultation du comité d'entreprise. Un expert consultant a été nommé. Il sera chargé de réunir toutes les pièces concernant la cession de 50% des parts du journal à Robert Hersant. Les journalistes pourront consulter ces pièces et éventuellement entreprendre d'autres actions en justice. Antenne 2 vous l'apprend, Château Margaux, premier grand cru du Bordelais, restera français. La société américaine National Distillers était prête à payer 8 milliards de centimes les 72 hectares de vignes. En attendant de trouver une solution, le gouvernement avait mis son veto au rachat par les Américains. Après plusieurs propositions, la solution vient d'être trouvée. Le gouvernement consentira un prêt à long terme aux propriétaires du vignoble. Demain, au cours du journal de 20 h, un reportage complet d'Henri Gallet et Bernard Pucessot. C'est vrai, dans son défi au pape, Monseigneur Lefebvre fait un pas de plus, puisqu'il va célébrer demain, à Lille, une messe interdite. Un pas de plus et peut-être l'ultime, car il pourrait bien signifier pour le prélat l'excommunication après sa suspension à divinis, c'est-à-dire l'interdiction de célébrer la messe et d'administrer les sacrements. La dernière correspondance échangée entre Paul VI et Monseigneur Lefebvre a été rendue publique, mais cela ne change rien. Sous des termes chargés de respect, Monseigneur Lefebvre explique au Saint-Père qu'en ce qui le concerne, il ne reviendra pas en arrière. Alors à Lille, on poursuit activement les préparatifs de cette messe. Les intégristes en font une grande publicité pour attirer le plus de monde possible, tandis que les évêques de la région mettent en garde les fidèles qui assisteront à la messe. Vous allez contribuer, disent-ils, à diviser l'Église. Au Vatican, on se fait à l'idée que Monseigneur Lefebvre en est arrivé à un point de non-retour. Un évêque peut abuser de ses pouvoirs et c'est redoutable. En ce sens, il est un potentiel de schisme. Monseigneur Lefebvre ne semble plus reculer devant cette perspective, quitte à traiter de schismatiques ceux dont il se sépare. Mon père, que faut-il penser des catholiques qui assisteront à la messe de Monseigneur Lefebvre dimanche? On ne peut pas juger le fond des consciences. La façon, cependant, dont cette messe est annoncée donne un tel caractère à cette messe qu'il me semble difficile qu'objectivement parlant, on puisse encore y assister de bonne foi. Le Saint-Père a une nouvelle fois écrit à Monseigneur Lefebvre pour lui demander de se soumettre. On lui donne, semble-t-il, beaucoup de chances de rachat. Dans le cas de Monseigneur Lefebvre, qui, comme je vous le dis tout à l'heure, est susceptible de créer un schisme, c'est-à-dire de porter atteinte à l'unité de la tunique sans couture, il est normal peut-être que Rome ait agi avec plus de patience, plus de persévérance, et il faut bien le dire, plus de tendresse. De cela, on ne veut pas tenir compte. Monseigneur Lefebvre ayant décidé une fois pour toutes que le pape devait le recevoir sans condition, tient pour nul et non avenu les nombreuses avances que Paul VI a faites à son endroit. Veuille le ciel qu'il se rende à cette nouvelle avance du Saint-Père. Une étrange affaire à Nice. Une voiture a explosé ce matin en pleine ville et son conducteur a été tué.
Il s'agit d'un réfugié politique yougoslave, dirigeant du mouvement croate en France. Tout laisse à penser que c'est un attentat politique qui pourrait avoir un rapport avec l'assassinat à Bruxelles il y a 15 jours de 2 membres du mouvement royaliste yougoslave. Football, après la 4e journée de championnat, Nice prend les devants. Il est seul en tête du classement après sa victoire devant Angers hier soir 4-1. Qui disait que l'Olympique Gymnaste Club de Nice, ici en rouge, semblait ne point donner son rendement maximum sur son propre terrain. L'expression aurait pu paraître exacte si par exemple ce tir de Bernard Lèche-Langevin avait pénétré dans les filets. En vérité, les Niçois n'avaient guère convaincu en première mi-temps, à l'issue de laquelle le score demeurait vierge. Un tir de Katalinski, cependant, dès le début de la seconde période, prouvait bien le désir d'effacer la mauvaise impression du début. Mais le premier coup de feu à faire mouche était celui du même Katalinski sur un tir tendu dans la lucarne après une passe de Guillou. Rien ne paraissait perdu pour Angers qui s'était fort bien organisé en première mi-temps. En effet, tout était remis à égalité par une jolie tête de Barthélemy sur centre de Ferry. Mais le ton des Niçois était bien lancé. Jean-Noël Huck s'infiltrait dans la défense angevine et après un coup relais avec Guillou, portait la marque à 2-1. Dès lors, les Azuréens avaient le match en main. Ils allaient se montrer les maîtres avec un certain panache puisque 2 buts étaient marqués en 4 minutes. Sur un coup franc de Jouve qui sut fort bien relancer le jeu durant toute la partie, le gardien du SCO s'inclinait une nouvelle fois. Et l'écart allait encore grandir grâce à l'ailier Sanchez, Sanchez qui jaillissait en force pour signer un 4e but. Nice est donc tout seul en tête du championnat. Voilà, comme promis, voilà donc l'heure de notre débat, de notre rendez-vous avec Jacques Dominati pour les RI et Yves Guéna pour l'UDR. Tous deux sont secrétaires généraux de leurs formations respectives. Alors pourquoi uniquement l'UDR et les RI? D'abord parce que tout à l'heure vous avez pu entendre les réactions de l'opposition aux événements que nous venons de vivre depuis 3 jours. Et puis surtout parce que, quoi qu'ils fassent, ce sont eux qui d'une certaine façon ont fait cette actualité-là. Il y a eu crise entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, personne ne peut le nier maintenant. Il y a eu ces phrases assez dures du président de la République sur l'influence excessive des partis dans cette crise. Bref, il y a des questions à poser à Jacques Dominati et à Yves Guéna. Messieurs, tout d'abord, merci d'être venus. Première question, c'est peut-être à Jacques Dominati que je la poserai. Vous êtes un petit peu les frères ennemis de la majorité. On vous a vu vous chamailler un petit peu à l'occasion notamment du débat sur les plus-values. Alors, est-ce que la formation de ce nouveau gouvernement est pour vous l'occasion de resserrer un petit peu les coudes et puis d'essayer de gagner les élections ensemble et non plus de vous faire des petits croche-pieds comme ça vous est arrivé il y a quelques mois, il y a quelques semaines même? Je crois pouvoir dire que nous avions déjà serré les coudes il y a quelques mois et quand Jacques Chirac coordonnait la majorité. Nous avions déjà serré les coudes. Je voudrais d'abord faire une remarque. Vous dites qu'il y a crise. Il y a crise parce que le Premier ministre a démissionné. Mais malgré cette démission et cette crise, nous avons constaté que dans les 48 heures, nos institutions ont parfaitement fonctionné. Or, Yves Guéna et moi, nous appartenons à des formations politiques qui ont défendu ces institutions contre ceux qui les ont combattues très très violemment. Et ça, c'est un point qu'il fallait souligner, je crois, dans une période de crise où les Français se disent tout de même de grandes difficultés, puis il y a une crise gouvernementale, pourquoi? Bon alors, Yves Guéna, précisément, tout à l'heure, on a vu Robert Fabre, ou Louis Marma, je crois, dire l'UDR a perdu l'Élysée il y a 2 ans, Matignon il y a 2 jours. Donc effectivement vous n'avez plus un poids direct sur les affaires et pourtant ce soir vous avez l'air d'affecter une certaine sérénité. Écoutez, en tous les cas, ce que je souhaite, c'est que M. Robert Fabre, M. Mermaz ne gagnent jamais ni l'Élysée ni Matignon. C'est vrai que nous n'avons plus Matignon et que nous sommes ainsi dans une situation nouvelle. Le Premier ministre est parti. Nous l'avons salué à son départ comme il devait être salué, je ne reviens pas là-dessus, et nous avons considéré... C'est-à-dire un hommage appuyé? Un hommage appuyé, un hommage appuyé. Nous avons considéré que nos amis qui ont accepté d'entrer dans le gouvernement ont eu raison de le faire, et nous leur avons témoigné notre sympathie et notre confiance. Mais ce n'est pas la même chose.
nous avons maintenant des responsabilités dans le gouvernement, nous n'avons plus la responsabilité du gouvernement. Alors vous allez soutenir ce gouvernement sans condition ou avec des petites conditions quand même? Alors l'attitude de l'UDR vis-à-vis du gouvernement ne sera pas ce qu'elle a été jusqu'à présent. Nous soutiendrons ce gouvernement dans la mesure où il mènera une action vigoureuse pour régler les problèmes de l'heure, et notamment l'inflation, dont a parlé M. Barre, et je l'approuve à 100%. Nous soutiendrons ce gouvernement dans la mesure où, au fil des jours, il ne déviera pas de ce qui pour nous est sacré, c'est-à-dire l'indépendance nationale. J'ai eu un petit peu le sentiment que vous êtes raccroché à l'idée que Olivier Guichard était un petit peu le coordonnateur de la majorité dans ce gouvernement. Or, il semble bien que non. Raymond Barre a l'air de dire le contraire. Écoutez, c'est au Premier ministre de définir les tâches de ses ministres. Ce qui est certain, c'est que Olivier Guichard il jouera un rôle politique important et qu'il est le premier des ministres d'État. Pour vous, Jacques Dominati, le coordonnateur de la majorité, c'est qui? Vous savez, je crois que ce n'est pas tellement le problème. Il y a un Premier ministre, et je pourrais dire comme Yves Guéna, il n'est pas non plus républicain indépendant, donc nous n'avons pas Matignon. Mais ce que nous avons en commun, c'est le fait de gouverner ensemble. Et nous gouvernons ensemble parce que nous soutenons ensemble un gouvernement dont le pays a besoin de sentir, au moment où il y a une crise importante, de sentir toutes les directives et les expliquer. Et le rôle d'explication, c'est évidemment les partis politiques qui le feront. Le coordonnateur, je crois que le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Il restera le Premier ministre. Et on nous dit qu'il y a, en quelque sorte, un triumvirat politique. Il a toujours existé. Et en définitive, dans la mesure où les ministres ne représentent pas les partis politiques, c'est aux secrétaires généraux et au mouvement d'appuyer et de faire comprendre l'action du gouvernement. Je crois que nous n'avons pas besoin d'être coordonnés maintenant, nous le sommes largement. Yves Guéna, 9 ministres UDR, 10 ministres républicains indépendants, la balance a un petit peu basculé. Or, vous avez 3 fois plus de députés que les républicains indépendants. Est-ce que ça vous choque pas un petit peu, ça? N'est-ce pas? Nous ne sommes pas très sensibles à ce genre de dosage. Et vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai été totalement silencieux, ainsi que mes amis, pendant tout le temps de formation du gouvernement, car nous considérons que ce n'est pas au parti de peser sur la formation du gouvernement. Alors, nous sommes dans une situation, je le répète et je m'excuse, je ne parle pas tout à fait comme Jacques Dominati maintenant, nous sommes dans une situation où nous n'avons plus la responsabilité du gouvernement. Donc, je ne prends pas le terme de soutien conditionnel au gouvernement, mais je dis que la façon dont nous soutiendrons le gouvernement maintenant ne sera plus identique à ce qu'elle était naguère. Donc sur un débat ou un autre au Parlement, par exemple, vous pouvez avoir une attitude plus critique et pourquoi pas un refus de vote ou un vote négatif. N'est-ce pas? Cela peut arriver. Parce que jusqu'à présent, il y avait entre le Premier ministre, quel qu'il fût, puisqu'il a toujours été UDR, et le groupe parlementaire UDR, une espèce de lien affectif qui faisait que finalement, on suivait toujours le Premier ministre. La situation, je le dis tout simplement, est différente. Nous n'allons certainement pas faire de harcèlement contre le gouvernement, car nous souhaitons que ce gouvernement réussisse, mais le lien et les obligations ne sont plus les mêmes. Il faut qu'on le sache. Bon, puisqu'on parle de harcèlement, Jacques Dominati, est-ce que vous allez continuer à redemander le rééquilibrage de la majorité? C'était le cas il n'y a pas très longtemps. Vous savez, nous avons demandé le rééquilibrage de la majorité à un moment où les républicains indépendants devaient définir leur image. Tout le monde pensait que le parti fondé par le président de la République était un parti qui représentait une classe. Et donc il nous fallait préciser le vrai visage des républicains indépendants. Je crois qu'aujourd'hui, chacun sait que nous ne représentons pas une classe, une catégorie sociale, et que nous sommes là parce que nous avons été fondés par le président de la République, et donc tout naturellement, nous devons le soutenir. Je ne dirais pas nous allons le soutenir inconditionnellement, mais nous allons le soutenir avec passion, et avec affection, et parce que nous savons que nous avons un rôle particulier à jouer, un rôle peut-être plus difficile. Nous n'avons jamais été des inconditionnels, au sens où systématiquement... Au sens gaulliste, quoi. Je ne le prends pas comme une critique, parce que je crois que dans des périodes dramatiques, être inconditionnel, et vous l'avez été, eh bien, il y avait un certain honneur à l'aide. Donc, je ne rejette pas cela, ne voyez pas cela comme une critique. Mais s'il le fallait, mon cher Guéna, eh bien, nous deviendrons des inconditionnels du président, bien que le président ne demande pas. J'ajoute qu'il ne demande pas. Parce que vous avez dû constater, comme moi, que pour le président, il n'y a pas
les républicains indépendants, les centristes et les UDR. Il y a une majorité avec des parlementaires qui vont se prononcer et qui vont soutenir le gouvernement. Ceux qui soutiennent l'action du gouvernement sont dans la majorité, ceux qui ne le soutiennent pas ou qui s'en vendent ne le sont pas. Ça me paraît simple. Bon, Yves Guéna, maintenant, l'avenir, c'est une période d'austérité pour les Français. Est-ce que vous allez être capable d'expliquer à vos électeurs, et vous-même, Jacques Dominati, qu'il va falloir un petit peu se serrer la ceinture? Bon, je ne sais pas s'il va falloir se serrer la ceinture. Nous sommes d'accord pour qu'une action vigoureuse soit menée contre l'inflation. Je suis d'accord avec le Premier ministre lorsqu'il dit qu'on lutte contre l'inflation pour éviter le sous-emploi, etc. Alors, nous attendons que le gouvernement définisse les moyens de cette politique. Ces moyens ne seront sans doute pas très agréables dans l'immédiat. Si ces moyens sont clairs, si le but est bien fixé, alors nous soutiendrons le gouvernement et à ce moment-là, nous expliquerons à nos électeurs pourquoi il faut en passer par là. On peut compter sur nous pour cela. Sur vous aussi, Jacques Dominati? Je crois avoir répondu tout à l'heure. Bon, dernière question à vous deux. Vous vous sentez capable de gagner des municipales qu'on dit un petit peu compromises en ce moment? Je ne les trouve pas du tout compromises. Absolument pas. Non seulement je crois que nous allons les gagner, mais nous allons les gagner certainement ensemble. Bien. Messieurs, je vous remercie. Alors il a répondu pour moi sur ce point, je suis d'accord. Je vous remercie, il est 20h31, c'est la fin de notre débat. Je vous remercie d'avoir accepté ce débat qui s'est révélé finalement un débat dans la toute dernière partie de l'émission. C'est la preuve que... Reste à voir le temps. Le temps semble se mettre à l'unisson de la rentrée. Vous l'avez peut-être remarqué, il a fait plus frais et plus gris aujourd'hui dans beaucoup de régions. Il y a eu de fortes averses au sud de Lyon, ce qui a entraîné des difficultés pour ceux qui rentrent par la route. Gros bouchons sur l'autoroute A7 du côté de Belen, et puis bouchons traditionnels sur la nationale 10 entre Bordeaux et Biarritz et entre Châtellerault et Tours. Pour en revenir au temps, il faut savoir que les pluies qui tombent ne mettent pas forcément fin à la sécheresse. Les Anglais, eux, sont plus gâtés que nous, car il pleut franchement là-bas. Quant aux Belges, ils viennent de prendre une mesure anti-sécheresse qui désolera les touristes. Par manque d'eau, on a mis fin aux fonctions naturelles du Manneken-Pis à Bruxelles. Demain en France, dans les régions qui vont de la frontière belge à l'Atlantique, le temps sera variable avec nuages et averses. Ailleurs, les nuages alterneront avec des pluies localement orageuses. Dans la soirée, il pleuvra dans la région parisienne, également sur le nord. Voilà, ce journal prend fin maintenant. Avec toute l'équipe d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous remercie de l'avoir suivi. Et avant de passer à la suite du programme, regardons, si vous le voulez bien, un rappel des titres. Bonsoir. Premier conseil, Giscard demande une équipe unie, soudée et solidaire. Raymond Barre face à la presse, contre l'inflation, le remède est politique. Bureau exécutif de l'UDR, le gouvernement sera jugé sur ses actes. 3 mois avant les élections, Gérald Ford remonte la pente. 23h, le dernier journal d'Antenne 2.